Voici l'Espagne. Et bien que leur langue officielle soit l'espagnol, parlée dans tout le pays, la carte des langues de l'Espagne ressemble aussi à ceci. Voici les langues co-officielles de l'Espagne, et elles dressent le portrait d'un pays divisé de plusieurs façons. L'Espagne compte au moins 7 langues qui partagent un statut co-officiel ou protégé. Ce n'est pas très courant pour un seul pays. Il y a l'espagnol proprement dit, aussi appelé castillan, le galicien, l'astur-léonais, le basque, l'aragonais, l'occitan et le catalan, où je suppose que le valencien est aussi inclus là-dedans. Presque chacune de ces langues, ainsi que les régions où elles sont parlées aujourd'hui, correspondent à l'un des anciens royaumes de la péninsule ibérique. À l'exception du Portugal qui a fini par devenir indépendant, le reste de la péninsule ibérique n'était pas un seul pays avant une période relativement tardive de l'histoire. Il existe une excellente carte du XIIe siècle qui nous le montre. À part les régions du sud contrôlées par les Arabes, ce que nous appelons aujourd'hui le nord de l'Espagne était divisé en 6. Galice, Léon, Castille, Navarre, Aragon et les comtés catalans. Les configurations territoriales ont beaucoup changé au cours des siècles suivants, jusqu'à ce que l'Espagne soit unifiée. Mais la péninsule ibérique n'était peut-être jamais destinée à être un seul pays. En fait, je dirais même qu'elle n'était pas non plus destinée à n'en être que 2. Il existe un ensemble très spécifique d'identités régionales à travers l'Espagne. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines personnes défendent sa dissolution. Et les différentes langues qu'ils parlent en sont un exemple. Mais est-ce une preuve de différence suffisante pour justifier la division du pays? Voyons cela. Alors faisons cela en 2 étapes. Je souhaite d'abord explorer l'histoire de l'Espagne, découvrir ses royaumes et pays, et comment ils ont fusionné, pour vraiment comprendre pourquoi différentes cultures et langues se sont formées. Ensuite, après cela, je veux m'intéresser aux langues elles-mêmes, voir à quel point elles sont réellement différentes, et si elles symbolisent vraiment une différence qui existe encore aujourd'hui. Cela pourrait éventuellement conduire à la séparation de l'Espagne en plusieurs pays correspondant aux anciens royaumes. Si vous connaissez déjà l'histoire, si vous êtes espagnol, c'est peut-être le cas, n'hésitez pas à passer directement à la partie sur la comparaison des langues. Lorsque l'Empire romain d'Occident s'est effondré au XXe siècle, l'Hispanie était encore essentiellement romaine dans sa langue et sa culture. Les gens parlaient différentes formes de latin vulgaire, ils suivaient le droit romain. Des villes comme Mérida et Tarragone étaient importantes, et le christianisme était déjà bien enraciné. Ensuite, les Wisigoths sont arrivés. C'était un peuple germanique, qui traînait déjà comme fédéré de Rome. Et ils ont conquis la péninsule, faisant progressivement de Tolède la capitale de leur royaume. Ce royaume wisigothique, qui a duré approximativement du vœu au début du 8e siècle, est en fait la première fois. Presque toute l'actuelle Espagne et une grande partie du Portugal ont été unifiées sous un seul état post-romain. L'élite wisigothique parlait d'abord le gothique, mais elle est très vite passée au latin. Leurs codes et lois étaient rédigés en latin. Leurs évêques l'utilisaient aussi, et culturellement, ils sont devenus très romanisés. Cette période est importante car, sur le plan linguistique, les types de latin utilisés dans les différentes régions de la péninsule ont commencé à diverger un peu. Mais personne ne les appelait espagnols, catalans ou galiciens, car ces concepts n'existaient pas encore. Et puis, il y a eu un véritable séisme, si l'on peut dire. En l'an 711, des forces musulmanes traversent depuis l'Afrique du Nord. Ils battent le roi wisigoth à la bataille de Guadalete, et en quelques années, la majeure partie de la péninsule est sous leur contrôle. Cette nouvelle terre gouvernée par les musulmans s'appelle Al-Andalus. Et Al-Andalus est importante pour notre histoire, pour plusieurs raisons. L'arabe est devenu la langue de la haute culture, de l'administration et de la science pour de nombreux chrétiens locaux. Les mozarabes parlaient encore une langue romane à la maison. Mais ils vivaient sous domination islamique, et certaines de leurs langues romanes se sont développées sous une forte influence arabe. Le mozarabe est en réalité une langue considérée comme morte. C'était une langue romane et latine ancienne parlée dans la péninsule. Elle n'existe plus aujourd'hui. Et il semble que les versions modernes des langues espagnoles et du portugais
se soit développée séparément d'elle. C'était comme une branche précoce qui a pris une autre direction, puis a disparu. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de langues romanes qui n'existent plus aujourd'hui. J'ai fait des vidéos sur le dalmate, le pannonien, et une sur une langue de Grande-Bretagne. Mais ce n'est pas le sujet ici. Revenons à l'Espagne. Quelques années après la domination d'Al-Andalus sur la péninsule, la carte politique a commencé à se fracturer. La conquête musulmane a été rapide et presque écrasante, mais elle n'a jamais complètement éliminé la résistance. Dans l'extrême nord, où les montagnes ont permis la création de petites poches de contrôle chrétien, c'est là que les graines des futurs royaumes chrétiens sont plantées. Elles finiront par s'épanouir en plusieurs entités politiques espagnoles. La plus importante de ces poches était une en particulier, le royaume des Asturies. C'est ce royaume et son armée qui ont remporté la célèbre et quelque peu légendaire bataille de Covadonga. Elle est généralement utilisée comme point de départ symbolique de la reconquista chrétienne. Même si, à l'époque, il ne s'agit vraiment que d'une résistance locale et de survie. Il n'y a pas de grand projet national pour reconquérir la péninsule. À mesure que les Asturies grandissent, elles s'étendent vers le sud et se réorganisent, finissant par évoluer en royaume de Léon. Léon contrôle une grande partie de ce qui est aujourd'hui le nord-ouest de l'Espagne, à l'ouest. La région que nous considérons aujourd'hui comme la Galice, et plus tard le Portugal, fait également partie de leur sphère d'influence. Et à la frontière est, des terres le long du Haut-Èbre sont lentement conquises, et cela aussi fut un événement important. Le latin parlé dans le nord-ouest évolue localement vers le galicien portugais du centre-nord. Les premières formes du futur castillan ou espagnol apparaissent, tandis qu'au nord de Léon se développe l'astur léonais. Les gens ne voient pas encore cela comme des langues, mais juste comme la façon de parler des gens ordinaires. Le latin est encore utilisé pour l'écriture et par l'Église, mais la géographie et la fragmentation politique favorisent la divergence de ces dialectes locaux. Plus à l'est, dans les Pyrénées, d'autres entités chrétiennes émergent, comme le royaume de Pampelune, futur Navarre, ancré dans le monde basque. Le basque est vraiment une exception. Je l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, mais c'est fascinant. Ce n'est pas une langue romane, elle ne descend pas du latin. Ce n'est pas non plus une langue indo-européenne. Elle était déjà là avant l'arrivée de tous ces peuples. Elle a survécu en grande partie parce que le Pays basque est montagneux, assez isolé, et qu'aucune puissance extérieure n'a remplacé la culture locale assez longtemps pour effacer la langue. Pendant ce temps, dans les Pyrénées orientales sur la côte méditerranéenne, les Francs, dans ce qui est aujourd'hui la France, créent des comtés frontaliers pour tenir Al-Andalus à distance. Et ceux-ci deviennent les comtés catalans, avec Barcelone comme le plus important, au sud et à l'ouest de cela, autour de Saragosse et de l'intérieur. On obtient finalement le royaume d'Aragon, qui s'unit politiquement au comté catalan au fil du temps. Et cela devient le noyau de ce que nous appelons plus tard la couronne d'Aragon, là où ils développent leur propre dialecte local puis la langue catalane. Donc, on peut imaginer l'Espagne comme un arbre, vous savez, le latin est le tronc, et chaque branche représente une région de la péninsule, et les langues se ramifient avec elle. Avançons rapidement jusqu'à l'époque moderne. Un instant, disons que vous voulez visiter l'une des régions d'Espagne. Disons que c'est l'une des régions où l'on parle castillan, l'espagnol. Eh bien, Al-Andalus elle-même traverse plusieurs phases. Au début, c'est un émirat omeyyade. Ensuite, en 929, elle devient le califat de Cordoue. Cordoue, à cette époque, était une immense ville, un centre d'apprentissage, de médecine, de philosophie et de poésie. Culturellement, cela signifiait qu'une forte empreinte arabe et islamique resterait sur le sud et le centre de la péninsule. Les dialectes romans ne disparaissent pas, mais dans de nombreuses régions, l'arabe devient la langue de prestige. Lorsque le califat s'effondre au début du XIe siècle, Al-Andalus se fragmente en petits royaumes appelés taïfa, comme Séville, Saragosse, Tolède, Grenade. Et ceux-ci sont beaucoup plus fragiles politiquement. Ils paient souvent un tribut aux souverains chrétiens. Et cette fragmentation est une grande opportunité pour les royaumes chrétiens de s'étendre vers le sud et d'y amener leur langue. Au cours des siècles suivants, une dynamique de va-et-vient s'installe. Les royaumes chrétiens avancent, puis les dynasties nord-africaines comme les Almoravides et les Almohades rétablissent la domination musulmane. Mais finalement, les chrétiens du nord l'emportent. Et à mesure que leurs territoires s'agrandissent,
Les rois choisissent de repeupler ces nouvelles régions avec des gens du nord, parfois même de l'étranger. Et ce repeuplement a été crucial pour la langue et la culture. Lorsque Castille a conquis Tolède, l'Andalousie, puis Murcie, ils ont fait venir des colons parlant le castillan et des dialectes apparentés, et ainsi le castillan est devenu dominant dans ces nouvelles terres. Lorsque la couronne d'Aragon s'est étendue vers le sud jusqu'à Valence, puis vers les îles Baléares, ils ont amené des colons catalanophones, et le catalan s'y est implanté. Les communautés musulmanes et juives locales subsistent pendant des siècles, notamment à Grenade, Valence et en Andalousie, préservant l'arabe et l'hébreu. Et cela influence également la langue régionale. Donc, essentiellement, la langue se répand à travers les colons, les soldats et l'élite dirigeante, car chaque royaume qui conquiert apporte tout cela avec lui. Parlons brièvement du Portugal et de l'Andorre. Où en sommes-nous ? Le Portugal débute comme une partie du vaste monde chrétien du Nord-Ouest. La Galice et le comté de Portugal faisaient co-partie du royaume de Léon. Peu à peu, le comté devient autonome, puis au XIIe siècle, il se transforme en royaume indépendant. Culturellement, la langue là-bas est le galicien portugais. Mais la séparation politique a aidé la langue à évoluer vers une identité plus portugaise. Aujourd'hui, le galicien ressemble beaucoup au portugais, parfois plus qu'à l'espagnol, ce qui motive certains à souhaiter une union avec le Portugal, bien que cela reste minoritaire. L'Andorre, de l'autre côté de la péninsule, est essentiellement le résultat d'un bras de fer entre les seigneurs locaux des Pyrénées et des puissances plus grandes. Elle survit comme une petite coprincipauté figée dans un compromis médiéval, mais reste catalane culturellement et linguistiquement. Revenons à l'Espagne proprement dite. Au XIIIe siècle, la carte chrétienne de la péninsule se consolidait autour de quelques grands acteurs. En 1230, le roi Ferdinand III unit Léon, Galice et Castille, faisant de la Castille le nom et l'identité principale. Aragon, Catalogne et Valence furent réunis en 1319 par Jacques II et la Navarre survivait. Coincée entre la France et ses deux grands voisins, la Castille était déjà immense, s'étendant du nord jusqu'au cœur de l'Andalousie, et sa langue parlée commençait à avoir de l'importance au-delà du simple dialecte local. Au XIIIe siècle, le roi Alphonse X le Sage choisit le castillan plutôt que le latin pour les œuvres majeures de science, d'histoire et de droit. Et c'est un tournant majeur, car le castillan commença à être choisi comme le dialecte roman particulier, à élever en langue écrite et standardisée. C'est le début de l'espagnol en tant qu'idiome formel, mais le galicien et le léonais continuaient d'être parlés dans ces territoires du nord-ouest. Dans la couronne d'Aragon, les choses étaient un peu plus plurielles. Le catalan est parlé en Catalogne, à Valence et aux Baléares, l'aragonais dans des zones d'Aragon, avec un lien fort outre-mer. Le monde aragonais-catalan devient, vous savez, maritime. Ils prennent le contrôle de la Sicile, de la Sardaigne et de Naples à différentes époques. C'est pourquoi, à certaines époques, le catalan était parlé dans certaines régions d'Italie, voire en Grèce. Donc, en ce moment, même à l'intérieur de ce que nous appellerons plus tard l'Espagne. Vous avez plusieurs centres et diverses zones culturelles et linguistiques. Un grand royaume castillan central, la couronne d'Aragon à l'est et la Navarre. Cela survivait encore. Et au sud, Grenade tenait toujours comme un bastion islamique. Et, bien sûr, tous ces endroits étaient connectés. Mais ils n'étaient pas considérés comme une seule unité politique. Pourtant, le grand moment d'unification est arrivé peu après. C'était le mariage d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon en 1469. On les appelle souvent les rois catholiques. Ils ne créent pas instantanément l'Espagne au sens moderne, mais cela a créé l'union gnostique des deux grands blocs chrétiens de la péninsule. Isabelle demeure reine de Castille, Ferdinand roi d'Aragon. Les deux couronnes restent séparées légalement et institutionnellement, mais partagent un couple royal et des politiques plus coordonnées. Et sous leur règne, 3 événements majeurs se produisent qui influencent le développement des langues dans la péninsule. D'abord, la conquête de Grenade en 1492 met fin au royaume musulman en Ibérie, suivie par l'expulsion des Juifs la même année. Aussi, la pression exercée sur les musulmans pour qu'ils se convertissent ou quittent le pays. Ce qui a façonné la composition religieuse, culturelle et, par conséquent, linguistique du royaume. Et aussi le début de l'expansion outre-mer, qui a transformé la Castille en un empire mondial. Culturellement, la péninsule ibérique est désormais unifiée par des royaumes chrétiens d'origine latine, et l'uniformité religieuse devient un projet politique majeur.
Bien qu'ils aient été unis politiquement et religieusement en Espagne, ils restaient séparés linguistiquement et culturellement. Pourtant, le castillan bénéficie alors d'un fort soutien. C'est la langue de la couronne qui contrôle le nouvel empire américain, la langue de l'administration à travers les territoires du royaume. L'imprimerie, la littérature et la bureaucratie ont aidé à le standardiser. Cervantes et la plupart des écrivains du siècle d'or espagnol ont écrit en castillan, mais cela n'a pas effacé les autres langues, et certainement pas toutes les cultures régionales. Pourtant, elles avaient essayé. Quelques siècles plus tard, elles ont subi un revers. Au XVIIIe siècle, après la guerre de succession d'Espagne, une nouvelle dynastie a pris le pouvoir. Les Bourbons et Philippe V ont promulgué les décrets de Nueva Planta, qui ont aboli de nombreuses anciennes institutions et privilèges de la couronne d'Aragon. Ayant soutenu le mauvais camp durant la guerre, cela entraîna un État plus centralisé. Le castillan s'est imposé comme langue officielle, et l'idée d'une Espagne unifiée s'est renforcée durant cette période. Vous pouvez parler catalan, galicien ou basque, mais ces langues sont vues comme locales ou privées, tandis que le castillan devient la langue scolaire, l'armée, la loi et la bureaucratie. Et si cela atténue d'abord le régionalisme, à long terme, cela finit par produire l'effet inverse. Les identités régionales subsistent. En fait, la Catalogne, et surtout le Pays basque, se transforment en mouvements nationalistes modernes, en partie en réaction à la centralisation. La culture galicienne renaît également lors du Rexurdimento, une sorte d'identité régionale galicienne. La Renaissance au XIXe siècle montre à quel point cela a été important pour les habitants. Pendant la dictature fasciste de Franco au XXe siècle, les langues régionales ont été encore plus réprimées. C'est une nouvelle poussée vers l'homogénéisation, mais cela suscite aussi du ressentiment et une résurgence. Désormais, parler sa propre langue pouvait être considéré comme une forme de résistance contre le régime horrible et oppressif. Après la mort de Franco et la transition vers la démocratie, la Constitution de 78 a reconnu l'Espagne comme une seule nation, mais avec des nationalités et des régions en son sein. Le castillan est la langue officielle de l'État, tandis que le catalan, le galicien, le basque et d'autres sont co-officiels ou protégés dans leur communauté autonome. Et nous arrivons aujourd'hui à l'Espagne moderne, un pays qui se voit comme un seul État mais qui porte l'héritage de tous ces multiples royaumes médiévaux, chacun avec sa propre langue, son histoire parallèle, son identité culturelle. Le fantôme de cet ancien patchwork façonne encore leur politique, et surtout, pour nous ici, les langues de la péninsule. Mais ces langues sont-elles aujourd'hui vraiment si différentes? Et montrent-elles simplement une histoire distincte ou bien une division actuelle et un désir potentiel de séparation? Comparer le son des principales langues d'Espagne et leurs mots quotidiens révèle des racines communes mais aussi des différences. Par exemple, je m'assois sur cette chaise. En castillan espagnol, vous diriez « Me estoy sentando en esta silla ». Il y a le S aigu et le I que la plupart des gens associent à l'espagnol. Il utilise des mots très reconnaissables comme « silla ». Cela semble standard dans tout le pays, mais en galicien, il dirait « esto sentando me neste cadera ». Cela sonne plus doux, plus mélodieux, et le mot « cadira » au lieu de « cilia » lui donne une nette saveur portugaise. En portugais, vous diriez « Estou me sentar nesta cadeira ». En astur-léonais, il dirait « Tastas sentando nesta ciela ». Cela ressemble davantage au castillan, mais avec des voyelles plus douces et des mots plus anciens comme « ciela », ce qui le rend familier mais un peu différent. Si tu ne parles pas espagnol, tu pourrais croire que l'une de ces langues en est, mais ce n'est pas le cas. En revanche, les autres langues ont des sons très différents. Le catalan serait mestique. Assegut en aquesta cadira. Ça sonne plus sec, plus tranchant, avec des mots comme assegut et aquesta, qui sont plus éloignés de l'espagnol et plus proches de la façon dont sonnent les langues du sud de la France. Ils emploient aussi cadira, proche du portugais cadera. Je ne connais pas le lien exact. En région occitane, il dirait quelque chose de semblable. Meistai acetat, en aquesta cadira l'aragonais, est presque comme un point intermédiaire entre le catalan et le castillan. Il dirait Mestois sentando, en istacaviela. Et puis le basque, comme nous l'avons mentionné auparavant, est complètement à part. Leur traduction serait Alchien zerito nago. Aucun mot à consonance romane, aucune racine partagée et un rythme très différent. Ces différences ne sont pas seulement grammaticales ou académiques, elles ont un véritable poids culturel dans de nombreux domaines. La langue n'est pas seulement la façon dont les gens parlent, elle est liée à leur identité.
Le catalan et le basque, par exemple, sont perçus comme suffisamment distincts pour que de nombreux locuteurs considèrent leur langue comme un symbole d'une culture à part, et dans certains cas, d'une nation distincte. Ce sont les deux régions où les mouvements indépendantistes sont les plus forts, et où le soutien populaire est aussi le plus important. Le galicien connaît une version plus modérée de ce phénomène. Ils défendent très fermement leur identité culturelle et leur langue, mais il y a une volonté moins répandue de séparation politique ou de rattachement au Portugal. L'asturien, le léonais et l'aragonais sont clairement des langues un peu différentes, mais ils n'ont pas de mouvement séparatiste vraiment significatif. Donc, vous savez, pour résumer le tout. Bien que ces langues coexistent aujourd'hui en Espagne, leurs différences de sonorité et de vocabulaire révèlent encore d'anciennes frontières culturelles et politiques. Dans certaines régions, ces frontières linguistiques renforcent le sentiment d'être plus qu'une simple région d'Espagne. Et elles continuent d'influencer les débats sur l'autonomie, et, pour certaines d'entre elles, sur l'indépendance. Donc, pour répondre à la question, est-ce que ces langues divisent l'Espagne ? Oui, mais aussi non. Ce n'est pas l'existence des langues qui cause la division. Les différentes langues existent parce que cette division est déjà là. Elle a toujours existé à travers l'histoire. La question est de savoir si se sentir différent suffit à justifier une nouvelle séparation politique. Je suppose que c'est aux habitants de chacune de ces régions de décider ce qu'ils veulent. Et pour l'instant, il semble que même s'ils veulent utiliser leur propre langue, ils veulent aussi rester espagnols. Chaque fois que j'enregistre, il y a du bruit dehors, c'est le moment idéal pour souffler les feuilles. Souffler les feuilles. Utiliser un souffleur de feuilles.